Savez-vous que le MiG-15 a marqué son époque et qu'en 2023, plus de 70 ans après son premier vol, on peut encore le voir voler dans les meetings? Après avoir évoqué l'ouragan, le P-80 F-80, il était naturel de parler du MiG-15. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'étonnante carrière de ce petit chasseur russe. Enfant de la guerre, il a marqué les années 50 et en particulier lors de la guerre de Corée. On peut dire que le MiG-15 a écrit une belle page de l'histoire de l'aviation. J'ai eu de la chance de l'admirer lors du meeting d'Air Légende à Melun-Villaroche en septembre 2023. À l'issue de cette vidéo, vous en serez imbattable sur cet avion. On s'équipe, direction le hangar, je vais vous raconter la magnifique histoire du MiG-15. Décollage. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Russie est en retard par rapport aux Allemands, Anglais et Américains. Elle va, par un véritable tour de force, récupérer des ingénieurs allemands comme Helmut Grothtrup, ainsi que des réacteurs allemands, afin de pouvoir, elle aussi, être à l'ère de l'aviation à réaction. Face au prototype conçu, ou plutôt bricolé, par Alexandre Sergeyevitch Yakovlev, c'est-à-dire le Yak-15. Mikoyan présente son I-300 qui, ironie du sort, vole pour la première fois, le même jour, sur le même aérodrome et pour ainsi dire quasiment à la même heure que le Yak-15, c'est-à-dire le mercredi 24 avril 1946. Le I-300, qui n'est autre que le prototype du MiG-9, c'est un avion entièrement nouveau. Équipé de turboréacteurs RD-20, c'est la version russe du BMW 003A. Ces deux réacteurs, montés côte à côte, sont alimentés par une entrée d'air frontale qui possède une cloison médiane dans laquelle vient se loger l'atterrisseur avant, une caractéristique que l'on retrouvera plus tard sur le MiG-15. Le I-300 a vraiment été construit très vite, trop vite. Le 11 juillet 1946, au cours d'un passage à basse altitude, l'avion se met soudainement en piqué et percute le sol dans un fracas terrible. Grinchik s'est tué. Peu de temps après, Marc Galaï se pose en catastrophe à la suite de la défaillance d'un circuit et fauche le train d'atterrissage avant. La série noire continue. Lors d'un autre vol, le I-300 de Galaï se cabre tout à coup. Le pilote s'aperçoit alors que les plans horizontaux de l'empennage ont été presque totalement arrachés. Il parvient néanmoins à poser l'avion en jouant uniquement sur le régime du moteur, en dépit de ses graves défauts. Le Kremlin passe commande de 15 I-300, désormais appelés MiG-9 et de 15 Yak-15. Propagande oblige. Les autorités tiennent en effet à montrer des jets lors du défilé organisé sur la place Rouge pour les cérémonies marquant le 29e anniversaire de la Révolution d'octobre. Le jeudi 7 novembre 1946, les 30 avions à réaction doivent survoler le ciel moscovite. Mais la météo en a décidé autrement. Pour comble de malchance, un brouillard épais et tenace les empêche de prendre l'air ce jour-là. C'est pas grave. Ils survoleront la place Rouge le lendemain. Les essais se poursuivent et les maladies de jeunesse du MiG-9 sont peu à peu vaincues. La production en grande série est lancée et l'on estime à 550 le nombre d'appareils qui entreront en service dans l'armée de l'air soviétique. C'est au cours de l'année 1946, au mois de mars exactement, qu'un programme d'avions de chasse est mis sur pied. Le cahier des charges peut se résumer à cette simple phrase. L'avion doit être très bon dans tous les domaines. Il doit être capable d'intercepter les bombardiers volant à haute altitude et pour cela, posséder une bonne vitesse ascensionnelle, une autonomie d'1 heure au moins, un armement à base de canons et une excellente manœuvrabilité au-delà des 11 000 mètres d'altitude. Face à ce programme, Staline met 3 constructeurs en compétition. Lavochkin, Yakovlev et le tandem Mikoyan et Gourovitch. Chez MiG, tous les calculs préliminaires sont effectués par Savitsky, qui est aidé en cela par les ingénieurs allemands de l'équipe de Gourovitch. Se pose alors le problème de la propulsion. Quel moteur? Alors Yakovlev a bien proposé d'acheter des moteurs à la Grande-Bretagne, mais personne ne croit réellement que le marché puisse être conclu. Il faut pourtant bien se rendre à l'évidence. Au mois de septembre 1946, le gouvernement britannique autorise Rolls-Royce à exporter 10 exemplaires de son modèle naine, contrat auquel s'ajouteront 55 autres moteurs en 1947, 15 naine et 40 Derwent. MiG reçoit ainsi un M. La silhouette du type S-01 ou I-310 et la désignation provisoire de l'avion est alors figée dans les grandes lignes. Le type S-01 est un avion d'un encadrement analogue à celui du MiG-9, une envergure de 10,08 mètres,
une longueur de 10,10 mètres. Par rapport à ce dernier, il se caractérise surtout par une aile en flèche à 35 degrés. MiG s'est inspiré des projets allemands comme le Focke-Wulf TA-183 par exemple. Le dièdre de cette aile est légèrement positif et l'empennage demeure classique, c'est-à-dire droit. Le pilote, assis très en avant, jouit d'une excellente visibilité grâce à une verrière en goutte d'eau. C'est dans cette configuration que le Mikoyan Gorovic S-01 effectue son premier vol le 2 juin 1947, soit moins d'un an après sa mise en chantier. Un exploit donc, mais un exploit qui, une fois de plus, a été plus ou moins dicté par les impératifs de la propagande. L'avion se devait être prêt pour la parade de Tushino de 1947. Vite fait, mal fait. Les problèmes rencontrés amènent le constructeur à annuler sa prestation. Les défauts les plus sérieux résident en une perte de contrôle latérale aux faibles vitesses. En conséquence, l'avion doit maintenir une vitesse élevée lors de l'atterrissage. Avant que ce défaut puisse être traité, le pilote d'essai, Weiss, se tue au cours d'une manœuvre d'atterrissage et le prototype est détruit. Après enquête, on s'aperçoit que le mauvais comportement de l'avion est dû à la conjugaison de deux effets. D'une part, une tendance au roulis, d'autre part, une perte d'efficacité des ailerons aux basses vitesses, donc aux fortes incidences, entraînant le décollement des filets d'air sur les parties extérieures des ailes. Pour remédier à cela, le deuxième prototype, le S-02, doit subir un chantier de modification. Le dièdre de l'aile devient légèrement négatif, moins 30, et des becs automatiques de bord d'attaque sont installés. Par la même occasion, la tuyère est corrigée afin d'améliorer le rendement du réacteur. Elle est raccourcie de 1,80 m, passant de 3,80 m à 2 m. Enfin, l'empennage est entièrement redessiné. Ainsi revu et corrigé, ce prototype effectue son premier vol le 30 décembre 1947, aux mains de Yukhanov. C'est d'ailleurs cette date que l'on trouve dans les documents officiels comme date du premier vol du MiG-15. Malgré cette refonte partielle, les essais sur cet appareil révèlent de nouveaux défauts lors du virage serré. L'avion a une fâcheuse tendance à partir en vrille. Et le constructeur doit installer des fusées anti-vrille. D'autres améliorations portent sur le circuit hydraulique, le train d'atterrissage, le siège éjectable, une nouvelle verrière offrant une visibilité accrue, et enfin, de simples cloisons d'ailes s'avèrent aussi efficaces que les becs automatiques. Au cours de l'année 1948, après plusieurs essais de modification, le nouvel avion s'améliore peu à peu et les ultimes essais menés par Gregory Sedov de l'Institut de recherche de l'armée de l'air sont jugés satisfaisants. Le I-310, ou MiG-15, est alors commandé en série. C'est à cette même année, 1948, que l'existence du nouveau chasseur est révélée au public à l'occasion de la parade aérienne de Tushino. Les observateurs en prennent note, mais sans plus. En 1949, on pouvait déjà voir bon nombre de MiG-15 en Allemagne de l'Est. Ils apparurent à plusieurs reprises dans le ciel de Moscou. Les attachés militaires occidentaux observaient, notaient, faisaient leurs rapports, mais personne ne parut impressionné. Après les essais de réception officielle menés par Antipov, la production en masse du MiG-15 démarre très rapidement. Dès la fin de 1948, les premiers exemplaires arrivent dans les unités de l'aviation militaire russe. Toutefois, cette mise en service ne se passe pas sans mal, ni sans casse. En effet, la plupart des pilotes manquent totalement d'expérience. De plus, les sorties de vrille sont fort délicates, voire impossibles, et sont la cause de nombreux accidents. Enfin, il est recommandé aux pilotes d'éviter de cabrer trop l'avion, en particulier au décollage et à l'atterrissage, à cause des risques de décrochage. Moins de 3 ans après le lancement en série, le MiG-15 commence à être livré aux armées de l'air des pays satellites. À cette époque, selon certaines sources, les usines produisent près de 200 MiG-15 par mois, mais ce chiffre n'est pas vérifiable. Je parlerai un peu plus loin des avions livrés à l'étranger, mais un fait mérite toutefois d'être souligné tant qu'il est important pour la suite des événements. Le mardi 14 février 1950, au Kremlin, est signé le pacte russo-chinois d'assistance et d'amitié entre Staline et Mao Zedong. Ce pacte prévoit entre autres une aide réciproque en cas d'agression contre l'un des signataires, ainsi que la reconstitution des forces aériennes chinoises. Pour ce faire, l'URSS s'engage à livrer à la Chine 3000 avions de combat et d'entraînement assortis de l'assistance technique nécessaire.
Le quart de ce matériel doit être livré avant décembre 1950. C'est ainsi qu'à cette date, les Chinois disposent de 250 chasseurs, de 175 avions d'attaque au sol, de 150 bombardiers et de 75 avions de transport. Malgré qu'il n'existe pas de version biplace pour l'Ouragan, le Mystère 2, le Mystère 4, SMB2, etc., les Russes ont sorti une version biplace d'entraînement. Elle est d'autant plus attendue que les difficultés de mise en service et de formation des pilotes sont flagrantes. Un deuxième poste de pilotage est aménagé dans le MiG-15 sans allongement de celui-ci, par conséquent au détriment de la capacité de carburant. Ce second poste est légèrement surélevé pour faciliter la tâche du moniteur. L'ensemble est abrité sous une importante verrière en deux parties. La première est articulée sur le côté droit et la seconde coulissante vers l'arrière. Cette solution, bien que satisfaisante du point de vue technique, l'est beaucoup moins du point de vue aérodynamique et a de sérieuses répercussions sur les performances de l'avion puisque la vitesse maximale au niveau de la mer passe de 1050 à 1010 km/h. Selon le cas, l'armement est déposé ou réduit à une unique arme sur le côté gauche, un canon de 20 mm avec 80 obus ou une mitrailleuse de 12,7 avec 150 projectiles. Désigné MiG-15 UTU pour Ucheno Trenirovochny Shrestel, excusez-moi, je ne parle pas russe, je vais vous le dire en français, ce sera plus simple, avion d'entraînement à la chasse. Cet appareil vole pour la première fois en 1949 et entre rapidement en production. Il est réparti dans les escadrilles et les écoles de pilotage où il est très apprécié. Les pilotes le surnomment Babouchka, pour dire grand-mère, voire Matouchka, petite-mère. D'un autre côté, le MiG-15 UTU est considéré comme la machine idéale pour mener des essais de siège éjectable, par exemple. Dans ce domaine, un record est même battu. Le mardi 20 août 1957, un pilote s'éjecte à 15 380 mètres. C'est énorme. Cependant, le MiG-15 n'est pas un avion parfait, loin s'en faut. L'équipe Mikoyan et Gourevitch est conscient. Alors même que cet appareil commence à entrer en production, naissent sur les tables à dessin des versions améliorées. Les trois projets les plus avancés sont désignés par des codes de bureau d'études SD, SP, SI. Le SD est un MiG-15 dont le réacteur est un Klimov VK-1, plus puissant que le Klimov RD-45F. Bien que d'une masse plus élevée, 875 kg, ce réacteur conserve exactement le même encombrement que son prédécesseur, ce qui facilite son implantation dans la cellule du MiG-15. Ainsi amélioré, le SD-01 ou MiG-15 bis vole pour la première fois au cours de l'été 1949. Cet avion bénéficie en outre de nombreuses améliorations, comme par exemple 2 réservoirs supplémentaires de 80 litres chacun, d'aérofreins entièrement redessinés et d'un équipement radio nouveau et d'un système IFF, Identification Fire and Fire, savoir si on est ami ou ennemi. L'armement, enfin, demeure inchangé, sauf pour les derniers avions de série, sur lesquels le canon NS-23 sont remplacés par des NR-23. Ayant une cadence de tir supérieure, on passe de 550 à 850 coups par minute. Il va sans dire que toutes ces modifications et installations nouvelles entraînent une augmentation sensible de la masse de l'appareil. Ajoutez, comme vous pouvez voir ici, le MiG-15 fait 3382 kg et le MiG-15 bis 3681 kg. Le modèle SP, P voulant dire Perechvatchik, ça veut dire intercepteur. Le but du SP est d'être un chasseur tout temps. Pour cela, il est prévu d'installer un radar Inzunrut, qui veut dire émeraude. Début 1950, un MiG-15 UTU désigné SP-5 est transformé afin de servir de banc d'essai. Pour ce faire, les divers éléments du radar Inzunrut sont répartis dans la lèvre supérieure de l'entrée d'air ainsi que dans un cône situé dans le prolongement de la cloison médiane. Le scope du radar est installé dans le poste arrière. Alors, ça n'a rien à voir avec la photo, hein. Ici c'est une capture d'écran d'un jeu vidéo. À la même époque, MiG conçoit un chasseur tout temps beaucoup plus lourd, le I-320. Il s'agit d'un biréacteur, 2 RD-45, mais qui sont montés l'un derrière l'autre, d'une solution originale, biplace côte à côte, dont la forme est directement inspirée de celle du MiG-15. Il restera à l'état du prototype. Notons que le MiG-15P voit son armement réduit à un unique canon de 37 mm avec 45 obus.
Les motifs d'insatisfaction ne sont certainement pas dus aux performances du radar lui-même, mais plutôt à la plateforme, c'est-à-dire au MiG-15. À l'époque, le futur MiG-17 est plus prometteur et c'est lui qui est finalement choisi comme base de développement d'un chasseur tout temps, le MiG-17PF et 17PFU. Mais le MiG-17, c'est une autre histoire. Le modèle SI consiste à une refonte complète de l'aérodynamique de la cellule, cela en vue d'améliorer les performances générales, en particulier dans le domaine transonique. Une aile en flèche à 45 degrés, le prototype S1-01 vole pour la première fois le 1er février 1950, il est suivi du 02 en juillet 51 et du SI-03. Ce dernier, qui présente un fuselage allongé de 1,12 m, préfigure de la version de série qui va être commandée sous la désignation de MiG-17. Les premiers exemplaires arriveront dans les escadrilles dès 1952. Parmi le modèle S, citons encore les chasseurs d'escorte, le MiG-15 SV ou MiG-15 S bis. Ce dernier, grâce à 2 réservoirs supplémentaires de 600 litres, affiche une distance franchissable de 2520 km. Les chasseurs bombardiers, MiG-15 SB et MiG-15 bis SB, encore appelés MiG-15 SB bis, ont une masse maximale au décollage de 6270 kg et 6241 kg respectivement. Un modèle plus particulier encore est le MiG-15, alors Bisish, excusez-moi, hein, c'est vraiment pas facile de faire des avions russes quand on ne le parle pas. Il s'agit d'un avion d'appui qui se caractérise par des supports de charge proéminente intégrés à la voilure. Ce modèle, d'une masse maximale de 6110 kg au décollage, est armé d'un canon N37 de 40 obus et de 2 canons NR23 de 160 obus. Il peut, par ailleurs, emporter des roquettes de 190 et 212 mm, ainsi que des bombes de 50 à 100 kg. Dans le domaine du pilotage et des performances, le MiG-15 est limité à, celui-là qu'on voit ici, à Mach 0,92. Les ingénieurs soviétiques vont essayer de l'améliorer. Pour cela, ils prélèvent une cellule sur les chaînes qu'ils transforment en banc d'essai volant. Cette machine, désignée M15LL pour laboratoire volant en russe, je vous en fais part de mon accent. Et ça se différencie en particulier par une dérive agrandie, des commandes hydrauliques assistées pour soulager le pilote. Les essais menés sous la direction des ingénieurs Pachowski et Masurski sont assez satisfaisants puisque lors de son premier vol, le 21 septembre 1949, le MiG-15 LL, piloté par Tchouteriev, atteint Mach 0,97 en piqué vers 12 000 mètres d'altitude. 3 jours plus tard, cette performance est portée à Mach 0,98, puis Mach 1,1 à 12 800 mètres. Et même atteint semble-t-il, mais ceci n'est pas confirmé. Une version de remorquage de cible, le MiG-15-T, vous pouvez admirer ici la cible derrière. Au seuil des années 50, les Occidentaux connaissent certes l'existence du MiG-15, mais n'en s'en préoccupent pas outre mesure comme je disais tout à l'heure. La guerre de Corée va constituer une véritable prise de conscience. Il faut bien avouer que dans les premiers combats entre jets, les deux adversaires peuvent se mesurer et se voir de près. Pour les Américains, il faut à tout prix se procurer un exemplaire en bon état du chasseur soviétique. Pour ce faire, ils vont pas ménager leur effort. Le dimanche 26 avril 1953, 2 Boeing B-29 Super Fortress de l'US Air Force lancent près d'1 million de tracks sur les aérodromes nord-coréens. Et le 10 et 18 mai, 500 000 autres tracks pleuvent sur Simunjung et Uyunjung. Le projet MOLA vient de commencer. Ces tracks, rédigés en chinois, en coréen et en russe, proposent une récompense de 50 000 $ et l'asile politique à tout pilote qui se posera avec son MiG-15 sur la base aérienne de Kimpo. Il propose 50 000 $ supplémentaires pour le premier à rejoindre. Les mois passent, aucun pilote ne semble pouvoir vouloir déserter. La guerre de Corée est terminée depuis 2 mois lorsque, le lundi 21 septembre 1953, un MiG-15 bis avec des cocardes nord-coréennes et arborant un gros numéro 2057 sur le nez se pose sur la piste de Kimpo près de Séoul. Son pilote est le lieutenant No Kum-sok, déclare avoir fui la Corée du Nord et demande l'asile politique. En revanche, il nie la connaissance du projet MOLA et de la récompense des 100 000 $. Bien que ce marché était prévu pour ne durer que
jusqu'à la signature d'un armistice, il reçoit quand même un chèque de 100 000 $ et l'autorisation d'émigrer aux États-Unis. Le MiG-15 est en parfait état de marche, va être testé par des pilotes de l'US Air Force comme Albert Giboy, Tom Collins, Eugene Sommerich et notre célèbre Charles Yeager. Il troque les insignes coréens pour les insignes américains et le numéro 616 est peint sur le devant de l'appareil. Les conseils de Nam Kun-chok sont simples, il faut à tout prix éviter de s'engager dans une vrille, car l'avion ne sait pas s'en sortir, et dernier conseil, ne pas oublier de se servir de la pompe à carburant de secours sous peine d'exploser en plein ciel. Le premier vol est tiré à pile ou face entre Collins et Yeager. C'est Collins qui effectue le premier vol. Il amène le MiG à 48 000 pieds, donc 14 600 mètres, puis Yeager l'amène à 55 600 pieds, c'est-à-dire 16 950 mètres. Au cours d'un vol suivant, Yeager va même atteindre Mach 0,98 en piqué, mais n'arrive pas à franchir le mur du son. La plupart de ces vols sont effectués en compagnie d'un sabre, et il y a même un simulacre de combat tournoyant. Nous nous sommes très rapidement rendus compte, dira plus tard Boyd, que nos sabres étaient bien meilleurs avec un armement et des équipements supérieurs, bien que le MiG eût l'avantage de sa vitesse sensationnelle, de son plafond et de ses accélérations. Après une première évaluation sommaire, les États-Unis proposent de restituer l'avion à ses propriétaires, mais ceux-ci ne répondent pas. Les Américains vont soigneusement démonter et l'ausculter à la loupe pour finalement le réassembler. Il revole de nouveau en février 1954. Lorsque les Américains reçoivent ce don du ciel, ils connaissent déjà un peu le chasseur soviétique. Ils ont pu l'examiner, l'épave d'un MiG-15 abattu en Corée en juillet 1951, et puis la désertion de Nam Kun-chok n'est pas tout à fait la première du genre. Ce ne sera pas la dernière non plus. Mais le jeudi 5 mars 1953, un pilote de l'armée de l'air polonaise, Franciszek Jarecki, s'est posé avec son MiG-15 bis sur l'île de Bornholm au Danemark. Le pilote demande l'asile politique, la Grande-Bretagne lui accorde. Appartenant au 28e régiment aérien de la 10e division, il a décollé de Sloop, accompagné d'un autre pilote auquel il a faussé compagnie. Il s'est rendu compte de la manœuvre, le coéquipier a vainement tenté de l'intercepter et à l'alerter, les chasseurs russes basés à Cetin ont essayé de l'intercepter aussi, en vain. Il a choisi de rejoindre l'île de Bornholm pour des raisons évidentes, c'était l'île du monde libre la plus proche de la Pologne. La deuxième raison semblait tout aussi évidente, la propagande communiste avertissait les Polonais qu'il y avait une grande base militaire américaine à Bornholm, attendant juste l'ordre d'attaquer la Pologne. J'ai parlé de cette évasion dans un épisode de 2013, ce sont des podcasts que vous pouvez entendre sur Spotify. Le jeudi 5 mars, le temps est nuageux et brumeux sur Slux-Rediskovo. Cependant, après 6 heures du matin, la visibilité est devenue plus clémente. Le sous-lieutenant regarde le tableau des missions. Son nom est écrit pour un vol à 6h50 comme équipier de Joseph Kaputa. La mission consiste à faire une boucle de Sloop via Koloskrest jusqu'à Kamien-Pomorsky et revenir via Miastowsk jusqu'à Sloops. Dès qu'il survole Koloskrest, il devait prendre le lead, c'est-à-dire être en tête, pour le reste du parcours. Afin de travailler la navigation, il a besoin de connaître la fréquence radio d'urgence, qui est top secrète et change quotidiennement. Il réussit à monter dans la cabine du chasseur en alerte et profite pour regarder la fréquence radio réglée. La capacité d'écouter la défense aérienne vise à permettre à Jarecki de tromper plus facilement toute poursuite. Au lieu de doubler, il vire brusquement vers la droite et descend à pleine vitesse. Il se débarrasse des réservoirs de carburant pour voler encore plus vite. Il survole la mer Baltique à très basse altitude, moins de 200 mètres. Il sait que les radars fonctionnent à partir de 200 mètres. Lorsque Kaputa réalise qu'il n'y a aucun autre avion dans son champ de vision, il pense que Jarecki s'est écrasé. Il cherche en vain des débris ou une fumée. Jarecki se met sur la fréquence d'urgence, ainsi il entend où se trouvent les poursuivants. Il atteint Bornholm en 6 minutes 30, mais là, stupeur, il n'y a aucune installation sur l'île qui ressemble même de loin à une base militaire américaine, ni aucune piste en dur. Il survole l'île pendant un quart d'heure et décide d'atterrir sur un aérodrome de campagne avec une piste en herbe. La piste est trempée. Elle va ainsi permettre à favoriser le freinage. Dès que l'avion est stoppé, le pilote est entouré de soldats danois. Jarecki lève les mains et répète « Asile, asile, asile ». Des agents de renseignement militaires américains démontent l'avion dans ses moindres parties et réalisent des moulages en plâtre. Après quelques semaines, les Danois ramènent l'avion en Pologne.
le contre-espionnage militaire de la République populaire de Pologne découvre des traces de moulage en plate sur certaines parties du MiG. Jarecki est imité en 1956 par l'un de ses compatriotes, le lieutenant Zygmunt Gonciasniak, qui pose aussi son MiG-15 bis à Bornholm. Le vendredi 5 août 1960, un autre Nord-Coréen déserte, il s'appelle Chang Nak-yong. Le pilote obtient l'asile politique. Quant à l'avion, il vole quelque temps aux couleurs sud-coréennes, mais son sort final n'est pas connu. Le samedi 3 mars 1962, c'est le tour d'un Chinois, Liu Cheng-sing. Il se pose à Taïwan aux commandes de son MiG-15 bis. L'image ici n'est juste qu'une illustration. En décembre 1970, un troisième Coréen du Nord passe au sud. Le major Pan Song-kyung se pose en catastrophe près de Gangneung, côté est de la Corée du Sud. La radio nord-coréenne clame que Pan Song-kyung n'est pas un déserteur, mais qu'il s'est tout simplement égaré avec son avion. Toujours est-il qu'il se remarie et devient lieutenant-colonel dans l'armée de l'air sud-coréenne. Le MiG-15 est un avion qui a été très largement exporté. On peut estimer à une quarantaine le nombre de pays qui l'ont utilisé. Alors j'ai mis en rouge les États-Unis parce qu'ils ne l'ont pas acheté aux Russes. Alors l'Afghanistan en a eu environ une quinzaine. L'Albanie, 103. L'Algérie, 55. L'Allemagne de l'Est, environ 177. L'Angola, 32. Bangladesh, 4 appareils. La Bulgarie, 272. Le Burkina Faso, je suis désolé, je n'ai pas de photo de l'appareil, il y a eu un exemplaire. Le Cambodge, 30 exemplaires. Après les livraisons massives par l'URSS, la Chine entreprend dans ses usines de Shenyang la fabrication de l'avion par son propre compte. Désigné Xiangyang Tongqing, c'est-à-dire avion de chasse type 2, le premier Shenyang F2 est pris en compte à l'automne 56. Plusieurs centaines d'exemplaires sont construits, quelques-uns seront exportés en Albanie, au Bangladesh, au Pakistan, au Soudan et en Tanzanie. En tout, 1235 exemplaires serviront en Chine. En ce qui concerne la Corée du Nord, le nombre reste secret, mais sûrement plus de 1000. Le Congo-Brazzaville, 5 exemplaires. Le Cuba, 50 exemplaires. Égypte, 258. Les États-Unis, ils en ont eu quelques-uns. Ils en ont racheté après en 86. L'Éthiopie, je suis désolé, je n'ai pas de photo, 2 exemplaires. La Finlande, 4. La Guinée, je n'ai pas de photo, 4 exemplaires. Le Guinée-Bissau, 2 exemplaires. La Hongrie, je n'ai pas de photo, j'ai que des dessins ou des images sur FS10, donc Flight Simulator 10, 413 exemplaires. L'Indonésie, 60 exemplaires. L'Irak, 49 exemplaires. La Libye, nombre inconnu, donc si quelqu'un les a, je serais très intéressé de les avoir. Le Mali, 2 exemplaires. Le Maroc, 2 exemplaires. La Mongolie, je n'ai pas de photo, 1 exemplaire. Le Mozambique, 2 exemplaires. Le Nigeria, 2 exemplaires. L'Ouganda, 2 exemplaires. Le Pakistan, 4. La Pologne, 787. La Roumanie, 317. La Somalie, 20. Le Soudan, 4. Le Sri Lanka, 1. La Syrie, 36. La Tanzanie, 2. La Tchécoslovaquie, 596. Le Vietnam, 60. Le Yémen du Sud, 15. La Yougoslavie, nombre inconnu, donc si vous en avez, ça m'intéresse, et si vous avez des photos aussi. Le MiG-15 maintenant au combat. Le 1er novembre 1950, 4 Nord-Américains F-51D Mustang du 18e Factor Bombing Group et un Nord-Américain T-6 du contrôle aérien patrouillent dans le nord de la Corée.
Tout se passe bien quand à 13h45, 6 MiG-15 franchissent le fleuve séparant la Mandchourie de la Corée du Nord et ouvrent le feu sur les avions américains qui parviennent à s'échapper. Les pilotes US ne doivent leur salut qu'à l'inexpérience de leur adversaire. C'est la première fois que des avions à réaction interviennent. La guerre va changer de visage. Le mardi 7 novembre, les Mustangs sont pris à partie 5 fois dans la même journée. Le lendemain, l'US Air Force organise un bombardement de Sinhyunjung. Les appareils américains se présentent en 2 vagues. Venant de Hantung, les MiG-15 font leur apparition alors que la première vague composée de F-51D Mustang et des F-80C Shooting Star essaie de réduire la DCA au silence. Les MiG attaquent les F-80 qui assurent la couverture. À cause du manque d'expérience de leur adversaire, les F-80 parvinrent à tirer leur épingle du jeu. Dans ce premier combat entre jets, le lieutenant Russell Jinbro abat le premier MiG de la guerre de Corée, j'en ai parlé dans l'épisode sur le F-80. Un peu avant midi, 70 Boeing B-29 Super Fortress, qui constituent la seconde vague, se présentent au-dessus de l'objectif et ne rencontrent aucune opposition. Là aussi, voir ma vidéo sur le F-80. Les jours passent, le ciel coréen devient de plus en plus malsain pour les bombardiers américains. Le lendemain de cet incident, un B-29 du 307e BG est abattu par des MiG. 5 jours plus tard, les MiG endommagent sérieusement 2 des 21 B-29 qui attaquent le pont de Sinhyungyung. Alors là, ça n'a rien à voir, hein. J'ai mis juste la photo d'un bombardier sur Flight Simulator. Hein. À la suite de l'éruption des MiG chinois au-dessus de Yalu, le général Oysen Vandenberg, chef d'état-major de l'US Air Force, suggère d'envoyer des F-84E Thunderjet et des F-86 Sabre en Corée. Cette proposition est approuvée le jour même et les 2 unités sont employées quelques semaines plus tard. Sa mission est précise, patrouiller dans le nord-est de la Corée pour débusquer les MiG et si possible les détruire. Les avions vont patrouiller par groupe de 4 entre 8200 et 10 000 mètres d'altitude, de façon à ce que les avions volant au-dessus d'eux trahissent leur présence par les traînées de condensation. Malgré ces dispositions, les pilotes qui participent à la première mission sur le Yalu en ce 17 décembre vont commettre une faute qui aurait pu leur coûter très cher. En effet, les sabres arrivent aux abords de Yalu à faible vitesse, Mach 0,62, afin de patrouiller le plus longtemps possible. Mais heureusement pour les hommes du colonel Bruce Hinton, les 4 MiG qui les attaquent sont en dessous d'eux et sont donc obligés de monter à leur rencontre. Les sabres basculent et plongent sur les MiG en prenant de la vitesse. Ils rattrapent les MiG qui tentent de se réfugier au-delà du Yalu et en battent un. Plusieurs jours durant, les sabres reviennent dans le secteur à faible vitesse, toujours pour économiser le carburant. Et les pilotes de MiG ont tôt fait de découvrir le talon d'Achille des F-86. Aussi attendent-ils maintenant, patiemment, que les Américains soient à court de carburant pour intervenir. Le profil des missions des sabres est reconsidéré. Désormais, ils vont voler plus vite afin d'entrer dans la zone de combat à une vitesse au moins égale à Mach 0,85, Mach 0,87 de préférence, quitte à réduire la durée de la mission. Le dispositif comprendra maintenant 4 fly échelonnés à 5 minutes d'intervalle à des altitudes différentes. Cette nouvelle tactique porte rapidement ses fruits. Le vendredi 22 décembre 1950, 8 F-86 engagent le combat avec 15 MiG-15 et en 20 minutes d'une lutte acharnée, 6 MiG sont abattus pour un sabre de perdu. Pour les pilotes communistes, la leçon est rude. Aussi préfèrent-ils, pendant la quinzaine qui suit, éviter le combat. Sauf le 30 décembre, jour où 36 MiG se heurtent à 16 sabres, le combat se solde par un match nul. À cause de l'offensive des troupes de Liang Pyo au début de l'année 1951, les sabres sont obligés d'évacuer Kimpo pour se replier au Japon. Les MiG, qui sont discrets depuis quelques semaines, mettent à profit ce départ pour réapparaître plus nombreux que jamais afin de s'attaquer aux avions qui savent les plus lents, comme les F-80 et les B-29. Le 21 janvier, au sud de Sinhyunjung, 12 MiG interceptent 4 F-80 et en abattent un. Et plus loin, 16 MiG surprennent 8 F-84 et en détruisent un également. Au sol, selon le programme mis au point par le général Liang Yanglu, les communistes remettent en état des aérodromes que les Américains s'emploient à démolir au fur et à mesure. Le 23 janvier, 46 F-80 et 21 B-29 pulvérisent l'aérodrome principal de Pyongyang. Le même jour,
33 Thunderjet bombardent le terrain de Singyunjung, mais ils se heurtent à une trentaine de MiG. Bien que plus lents, les F-84 ont l'avantage de virer plus serré et ils parviennent à éliminer 4 de leurs adversaires. Au cours du mois de février, les avions de la 5e Air Force évitent le contact avec les MiG. La zone est surnommée par les Américains « allée des MiG ». Tant les pilotes communistes y règnent en maîtres. Cette supériorité aérienne locale permet la mise en service de nombreux aérodromes à partir duquel les MiG vont pouvoir désormais opérer. Après le retour des unités de chasse américaines sur le sol de Corée, la reprise des opérations aériennes prévues pour le 1er mars commence plutôt mal. Ce jour-là, 22 F-80 doivent escorter 18 B-29. Les B-29, retardés par des vents contraires, arrivent au point de rendez-vous alors que les F-80, lassés, ont fait demi-tour. L'attaque est donc menée sans escorte, pour le plus grand plaisir des pilotes de MiG qui endommagent gravement 10 superforteresses. Durant la guerre de Corée, les pilotes de MiG introduisent la tactique dite du yo-yo, que vous voyez ici en photo. Il y a le yo-yo haut et le yo-yo bas. Elle consiste à mettre à profit la très bonne vitesse ascensionnelle du chasseur soviétique. Pour ce faire, une vingtaine de MiG orbitent au-dessus des formations américaines et de temps à autre, 2 MiG plongent, tirent et remontent aussitôt rejoindre le groupe. Dresser le bilan n'est pas facile car nous n'avons pas de source du côté de la Corée du Nord. Donc d'après les Nations Unies, puisqu'on n'a qu'une seule source, 827 MiG-15 ont été perdus, soit 86,8%, pour 78 sabres perdus. Sur les 827 victoires, 792 sont le fait des sabres. 305 MiG abattus par les 38 As sur sabre, et le ratio de victoire est 10,4 MiG pour un sabre. À la suite de la nationalisation du canal de Suez par Nasser le 26 juillet 1956, éclate la crise du canal de Suez le 29 octobre 1956. Les MiG-15 livrés à l'Égypte et à la Syrie ne font pas trop d'interventions. Mais voici quand même quelques exemples. Le 30 octobre 1956, 4 Canberra anglais rencontrent des MiG-15 égyptiens. Bilan, un Canberra touché, mais pas détruit. Même jour, patrouille de MiG-15 qui font de l'attaque au sol, ils détruisent un Piper israélien. Toujours le 30 octobre, un MiG-15 fait de l'attaque au sol, mais là il y a des Mister 4 israéliens qui interviennent, et il y a 2 MiG-15 qui sont abattus. Le 1er novembre, 2 Canberra anglais sont interceptés par des MiG-15 égyptiens. Le bilan, un Canberra touché, mais pas détruit. Et le 1er novembre, MiG-15 et MiG-17 combattent le Mister 4A, et un MiG-15 est abattu. Et pas de Mister 4 abattu. Alors, il est très facile de vous trouver une maquette de MiG-15, plusieurs fabricants le proposent. Je vous montre quelques boîtes ici, Airfix, etc. Donc si vous souhaitez en monter un, c'est assez facile. Si vous voulez le piloter derrière votre écran, c'est aussi très facile de vous le procurer pour FS10, DSS, etc. Comme moi, vous pouvez aussi l'observer en vol lors des meetings comme Melun-Villaroche en septembre. Dans les musées, proches de chez nous, il y a Savigny-les-Bonnes, vous pouvez en voir quelques-uns, au musée de Bruxelles, en Grande-Bretagne, en Pologne, etc. Et dans plein de musées aux États-Unis et ailleurs. Mes sources sont l'excellent petit livre d'Alain Pelletier sur le MiG-15, donc Historia Via Grisero. Il y a aussi MiG-15, MiG-17, qui est très très bien fait aussi. Deux Fanas de l'aviation, le Fana de l'aviation numéro 153 et un autre aussi, j'ai oublié le numéro, mais voilà, ça c'est très très intéressant. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.